C'est pas l'épaule qui. C'est pas de déchirure et pas d'épaule, il nous dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas l'épaule, c'est quoi? C'est les cervicales. Oui, oui, en fait, c'est ça, c'était. Mais par rapport après le match, en fait, lui, il avait défini, c'est ce que m'avait dit le staff, ils m'ont dit c'est l'épaule, tu vois, mais après, on n'avait pas. Et en fait, oui, oui, dès le lendemain, il m'a dit c'est surtout les cervicales, et c'est ici que ça c'est par rapport à l'exploration, à l'auscultation de Stéphane et Thierry, c'est plutôt plus les cervicales. Mais quand, sur le moment, sur le terrain, à Rodez, ils avaient dit c'est l'épaule, il dit j'ai mal comme ça, tu vois, il faisait j'ai mal là, donc j'ai dit c'est l'épaule. Rapidement, non, non, c'était les cervicales, et puis ça a été très rapidement, le lendemain ou le surlendemain, c'était réglé, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc il est opérationnel. Oui. Oui. Parmi les autres, voilà, celui qui était absent les derniers temps, c'était Georges James. C'est toujours le cas. Non, on a eu cette semaine, il y a Autrette et Hein qui se sont arrêtés, ont arrêté l'entraînement hier matin. Donc voilà, ils vont se tester cet après-midi avec le groupe. Je viens de les voir là, en soins. Ils vont se tester avec le groupe et puis on verra en fonction de ça. On a travaillé hier sans eux. Quoi. Hier après-midi, on a travaillé sans eux pour voir autre chose. Et Alec, il va reprendre lundi, d'après ce que j'ai entendu. C'est nickel. Il reprend avec le groupe lundi, d'après ce qu'on m'a dit. Vous avez enflammé à domicile la 5-1 et 4-0 les derniers matchs. Et là, pour la première fois, vous allez découvrir à huis clos. Voilà, vous avez joué à Rodez à huis clos, à Toulouse. Et bon, on y a échappé jusqu'ici, mais ce coup-ci, c'est notre tour. C'est quelque chose qui t'attriste ou qui te. Quelque chose qui t'attriste ou qui te. Ah oui, particulièrement. Après, il faut reconnaître qu'on doit jouer parce que grâce aux médias maintenant, ça permet à des gens de rester chez eux et de pouvoir se divertir en regardant leur équipe préférée, voilà, leur sport préféré, en fonction de voilà. Et mais oui, d'abord c'est un point d'intégration très important pour un groupe, pour des sportifs de haut niveau, c'est quand même quelque chose parfois qui peut effectivement troubler les joueurs, les perturber, parce qu'ils ont toujours été habitués depuis tout petit à avoir du monde autour du stade, et oui, c'est très perturbant. Alors c'est une situation qui est très perturbante à tout point de vue, voilà. Et en plus, dans le match comme ça, oui, ça change complètement les données, oui, c'est vrai. On dit souvent que le public c'est le 12e homme, donc ça peut jouer justement sur un résultat, ça peut influencer. Ah mais tout à fait, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que comme l'être humain, il évolue avec ses 5 sens, entre autres le toucher, la parole, l'ouïe, et vous c'est pareil. Si on vous change quelques données dans votre vie au quotidien et qu'on vous enlève à la fois, on vous perturbe dans le regard, dans la vue et dans l'ouïe, vous allez voir, ça va vous perturber pas mal n'importe quel être humain. Et là, c'est le cas. C'est absolument le cas. Et effectivement, ça change beaucoup les données et comment on est capable de s'adapter à ça. C'est vrai, c'est évident. Alors, le public, c'est le 12e homme, mais pas partout. Pas partout. Ça dépend. Si tu joues à Dortmund, par exemple, oui, ça te fait peur. Tous les mecs le disent, même les mecs de Munich, ils disent il y a un mur
le plus impressionnant qu'il y a en Europe et peut-être dans le monde. Donc là, oui, tu te dis, ouh, ça va être chaud quand même. Mais bon, ça n'est pas des endroits toujours pareils. Mais ça peut être le 12e homme, oui, c'est vrai, tout à fait. Évidemment. Évidemment. Là, vous allez recevoir une équipe d'Amiens qui, comme les précédentes équipes, vous disiez qu'elles étaient plutôt bien regroupées. Là, c'est la meilleure défense de Ligue 2, mais peut-être un profil différent, une équipe qui vient de Ligue 1, peut-être encore plus dangereuse que celle que vous venez de rencontrer comme Chambly, Rodez. Ah oui, oui, ça va être... Sincèrement, par rapport à ça, autant... quand le dernier match, effectivement, vous allez dire, les coachs, ils font esprit d'exagérer les choses, mais en aucun cas, autant le dernier match, c'était un match, comme je dis, menace, parce que c'était une équipe qui était, Chambly était mal classée, et que, donc, si on faisait une contre-performance, c'était très défavorable psychologiquement pour nous, au regard de l'environnement. Mais là c'est un match très très difficile, parce que c'est une équipe très très athlétique, complètement imperméable défensivement. Donc voilà, il y a peu de chances qu'on voit les mêmes scores que les matchs précédents, même si l'entraîneur il n'est pas devin toujours. Même tu peux être entraîneur, mais donc oui, c'est vraiment une équipe qui est complètement imperméable, qui prend très peu de buts, qui subit beaucoup moins de tirs que nous. Elle en subit très très peu. Ils sont numéro 1, qui est numéro 1 aussi dans le jeu aérien. Donc oui, c'est un match, effectivement, oui, c'est un match qui, sur le plan technico-tactique, sur le plan qui va être très compliqué, oui, bien sûr, évidemment. Qui encaisse peu de buts, d'autant plus que en plus on est à huis clos, donc c'est encore plus gênant. Mais voilà. Oui, c'est un... Là aussi, ça va effectivement nous permettre d'évaluer encore nos forces, d'évaluer nos forces sur le plan, nos compétences. Parce que nous, on n'a pas une équipe... qui va développer des forces exceptionnelles sur le plan athlétique. Comme c'est souvent le cas dans le football français, on a un championnat de Ligue 1, Ligue 2 très 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 athlétique, et un des plus athlétiques d'ailleurs d'Europe. Mais nous, c'est pas le cas, donc on doit trouver d'autres ressources pour pouvoir effectivement contourner cet aspect-là des choses. C'est vrai que là, il y a une équipe effectivement qui arrive de Ligue 1, où c'est vrai qu'eux doivent gérer le fait de descendre, et c'est pas évident, mais qui, sur le plan individuel, a des qualités, de très grosses qualités, et sur le plan collectif, a de grosses qualités sur leur capacité à encaisser très peu de buts. Ils ont encaissé que 4 buts à l'extérieur, quoi, seulement, en 10 matchs, en 9 matchs. C'est exact, enfin, c'est l'opposé de vous qui avez voilà, vraiment des données, à la fois une très grosse attaque, une défense assez perméable, où il se passe des choses quoi, dans vos matchs depuis le début de la saison. Quoi. Oui, tout à fait. Ben, aussi, c'est ma philosophie du football, parce que d'aucuns me disent, bien sûr, beaucoup te disent qu'il faut prendre moins de buts. Évidemment, si c'est moi, j'ai été défenseur et je savais que défendre, je savais faire que ça. Effectivement. Mais lorsque tu es une équipe qui est audacieuse et qui prend des risques, tu encaisses plus de buts que les autres, même les meilleures équipes au monde. Parce que tu prends des risques, parce que c'est ma philosophie, parce que tu es audacieux. Et effectivement, ça te demande beaucoup plus de temps, ce qui m'est arrivé dans les clubs précédents, pour maîtriser à la fois cette audace et cette prise de risque sans encaisser de but. Parce qu'évidemment, si 80% du football mondial il est ultra défensif et que tu mets 11 mecs derrière, et c'est que c'est beaucoup plus simple, évidemment. Je te le dis, moi voilà, comme je vous le dis souvent, j'ai fait 300 matchs en Ligue 1, par l'équipe de France, j'étais international, j'avais les pieds carrés, et dès que tu me le fais dépasser le centre du terrain, je ne comprenais rien. Par contre, défensivement, il ne fallait pas venir. C'était mal, je te le dis.
C'est pas compliqué. Tu étais très mal. Bon. Après, il y a ceux qui ont du talent et aussi comment tu arrives effectivement à construire des projets qui te permettent, parce qu'après, ce qui est très important, c'est aussi quand ça te permet de grandir et de pérenniser. Mais dans notre société à l'heure actuelle, parler de pérennité, c'est quelque chose qui choque beaucoup dans pas mal de domaines. Dans le football en particulier. Parce que tu te rends compte que, voilà, à tout point de vue, la pérennité avant, Giroud, il gardait ses joueurs 15 ans, et voilà. Ouais, mais enfin 10 ans. Alors que tu les avais à 13 ans, et à 25 ans, tu les avais toujours, les 15 mêmes, parce qu'ils ne bougeaient pas. Tandis que maintenant, les mecs, c'est 1 an, t'as vu? Même pas. T'as fait. Il y avait une continuité. Et oui, il y avait une continuité. Ce qui facilitait énormément ce qui facilitait énormément la fluidité du jeu, la fluidité de l'automatisme et la pérennité d'un coach. Voilà, c'est tout. Tandis que maintenant, nous, on est obligés de s'adapter en permanence parce que tout change en permanence. Et voilà, c'est ce qui fait aussi que, comme par hasard, on a une qualité de football, et pas que chez nous, en Europe, qui est bien moindre. C'est-à-dire que si tu veux vraiment te régaler à regarder les matchs de football, il faut aller taper que le nec plus ultra, sinon tu ne te régales pas. C'est rare que tu te régales. Oui, parce que aussi, il y a effectivement l'aspect économique, capitaliste qui a pris le dessus sur l'aspect sociologique et sur l'aspect social, évidemment. Enfin bon, c'est pas le sujet d'un entraîneur, ce serait plutôt de demander ça à d'autres. Vous êtes toujours à la recherche de cette fameuse deuxième solution tactique. Vous voyez que la première marche bien. Est-ce que vous allez vous permettre justement, ça c'est une équipe très solide, de changer ou on pourrait rester sur la continuité? Non, on va rester sur la continuité. On va certainement rester sur la continuité. Parce que par rapport au travail au quotidien, tous les jours, 2 fois, il y a quelques choix qui peuvent se produire, mais il m'est difficile de trouver d'autres solutions à la fois sur le plan offensif que sur le plan défensif. Voilà, il y a 1 ou 2 solutions, mais il n'y en a pas non plus 3000. Donc il n'y en a pas 5-6. Donc pour l'instant, on va certainement rester dans le même process. Ça permet de progresser aussi dans ce process. Oui, tout à fait. Ça permet aussi de donner des repères aux joueurs, oui. Ça permet effectivement de donner des repères aux joueurs. Mais comme je l'évoquais, comme on le dit, le football, c'est la complexité de la vie. C'est exactement ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ça te permet de progresser. Mais comme moi, je l'ai déjà connu par le passé, le jour où, dans ton système, au mois de février, tu as 4 blessés graves et que tu es obligé de tout changer et que tu es au mois de février-mars où c'est le money time, et là, brusquement, tu te mets un pistolet sur la table, à toi et au club. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper des fois, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est peut-être un peu tôt pour l'évoquer, mais est-ce que vous dites, pour avoir plus de solutions, moi je pense déjà un petit peu au mercato d'hiver et j'ai déjà soumis quelques idées. Est-ce que vous êtes dans ce schéma-là où là, vous êtes vraiment focus sur les matchs qui arrivent? Mademoiselle, vous pouvez me chercher un café, s'il vous plaît? T'as vu le cliché, t'as su le cliché? T'as vu encore l'autre jour, tu m'as dit cliché, oui. Avec le linge. S'il vous plaît, mademoiselle, allez chercher au coach un café. Ah, je lèche, t'as raison. Oh putain. Oui, alors c'était quoi la question? Est-ce que là, justement, pour développer d'autres solutions, vous dites déjà, mince, là, le mercato d'hiver, je vais quand même sérieusement y songer? Ou est-ce que là, vous êtes vraiment focus sur ce qui... Non, on n'a pas de... Sincèrement, par rapport au mercato d'hiver, alors... Là aussi, le mercato d'hiver, il a été fait pour faire vivre des gens, pour créer des emplois et faire vivre beaucoup de gens. Le football, comme pas mal de sports, fait vivre énormément de gens. Et si tu l'arrêtes d'ailleurs, ça va poser un gros problème économique et créer beaucoup d'emplois. Chaque footballeur crée beaucoup d'emplois. Il faut le
veux dire aux gens qui critiquent beaucoup, mais ça crée beaucoup d'emplois. Un footballeur, ça crée entre 20 et 30 emplois, directs ou indirects. Et le mercato, il a été créé justement pour alimenter aussi ce côté business, quoi, je veux dire, côté business. Mais quand tu es entraîneur, par expérience, je vous demande d'aller faire, si vous voulez, des études et des prospections. Le mercato d'hiver, tu me citeras combien de fois ça a été profitable pour un club qui a fait un mercato d'hiver. Parce que quand tu es coach, et comme tu sais que plus tu vieillis et plus tu fais coach, plus tu sais que tu ne sais pas, comme disait Jean Gavet, tu ne sais pas. Et tu fais en sorte de voir les multifacteurs, beaucoup de facteurs qui s'additionnent, c'est systémique. Et tu regardes aussi l'histoire du football. Et tu te rends compte dans l'histoire du football, effectivement, ça a dû dépanner ou aider un club sur 10 à peu près. Je dis un club sur 10, si ce n'est pas un club sur 15 ou un club sur 20, pour le mercato d'hiver. Donc, tu peux tenter un truc, mais surtout pas te dire que ça va réussir. Et quand j'avais la main, moi, à 3 pendant 10 ans, je disais, voilà, à mes recruteurs, le mercato d'hiver, il est fait pour introduire un joueur ou deux, jeune, mais pour qu'il soit prêt en juillet. Et en aucun cas, on les utilise, ou si on ne peut pas faire autrement, en février, mars, avril, pour la fin de saison, tu vois. Voilà, donc, voilà, parce que c'est comme quand tu te rends compte que dans l'histoire du foot, quand tu es entraîneur, il faut expliquer ça aux jeunes entraîneurs, aux présidents, et que quand tu prends des joueurs le 28 août ou le 30 août, mais comme par hasard, dans ton histoire, tu te rends compte que le mec, il est prêt le 1er janvier. Il est vraiment, il rentre dans ton système, après, à part que tu n'aies pas de méthodologie, à part que ce soit le truc le plus basique possible. Mais si tu as une méthodologie, un process, un projet de jeu, le mec que tu prends au mois d'août-septembre, il faut le prendre avant le stage. Il faut prendre les mecs avant le stage, que ton recrutement soit fait avant le stage. De façon à ce qu'au moins, les garçons aient pu les faire les matchs amicaux. Parce que, par expérience, moi, chaque fois, j'ai pris des mecs au mois d'août, au mois de septembre, à la première journée du championnat, voilà, à la fin du mercato d'été, et bien comme par hasard, le mec, il était prêt, parce que c'est complexe, en train de lui expliquer comment je veux qu'il joue, le mec, déjà, il faut qu'il réfléchisse 10 minutes, je te le dis. Pas tous. Donc, hein? Pas tous. Presque. Pas si t'es à PSG, Bayern de Munich, ouais, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Quand t'es en Ligue 2, oui, c'est lourd. C'est normal, parce qu'ils demandent que tu les aides, les joueurs, beaucoup plus. C'est ce qu'ils me disent, les entraîneurs qui sont dans les grands clubs, quand tu parles avec eux. Ils disent, quand tu sors, que tu es au Bayern, que tu es à Paris, ou que tu es... Voilà. Quand tu sors, les joueurs, quand ils te regardent dans leurs yeux, tu dis, sois à la hauteur, mon grand, parce que moi, je le saurais. Sois compétent. Tous les entraîneurs que j'ai fréquentés qui étaient... Nous, quand tu sors, le garçon, il te regarde tous, il te dit, aide-moi. Et oui, aide-moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait ma motivation profonde. Comment tu leur permets de survivre, de faire une carrière longue. Parce que la carrière d'un joueur de foot professionnel, à Auxerre, c'est 4 ans de carrière, 5 ans et pas plus, vous le savez. Pas plus, ça veut dire au bout de 4 ans, même si tu gagnes 10 ou 12 ou 15 000 euros, ce qui fait peur aux Français, au bout de 4 ans, tu n'as plus rien. Donc tu te retrouves, moi à Libourne, en CFA, j'avais que des joueurs qui avaient joué en Ligue 1 et Ligue 2. J'étais en CFA. Ils avaient 25 ans, 26 ans. Alors c'est pour ça qu'on tapait tout le monde. Mais voilà, pour dire quoi. Pour dire exactement ce qu'il en est, pour expliquer aux gens ce qu'il en est du football. Donc c'est vrai que le mercato d'hiver, ok, why not, mais il faut vraiment que tu aies, tu vois, un trou béant, tu vois, des possibilités. Pourquoi pas. Mais c'est pas pour ça que tu peux avoir, je peux t'en citer, j'en connais un ou deux clubs qui ont eu des miracles après au mercato d'hiver, et puis le mec, mais c'est 1 sur 10, c'est très rare. Ou le mec il a flambé, toi. Il n'y a jamais de notion de joker. Comment? Il n'y a jamais de notion d'un joker providentiel. Mais il y a cette notion-là. Mais si tu prends les statistiques, elle existe. Le mec qui arrive en pleine saison et qui explose et qui t'apporte beaucoup. Après, ça dépend quel projet tu as aussi. Parce que si juste tu te mets des coups de pompe devant et que tu cours, ça les joueurs ils savent faire maintenant. Mais si tu as un projet un peu complexe et un peu avancé, tu te rends compte que dans l'histoire du recrutement, tu
as le joker qui peut réussir. Mais si vous faites des études un peu, je vous invite à faire des études, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, souvent. Comment tu auras l'histoire du travail des entraîneurs depuis les 10 dernières années, 15 dernières années, tu regardes que c'est 1 fois sur 10 que ça marche. Ouais, 1 fois sur 10, et encore, 1 fois sur 10, ça se trouve, je suis très loin. Voilà. Mais ça n'empêche pas, quand tu veux monter un projet, en revanche, de recruter l'hiver, comme je le disais, moi, dans le projet que j'avais, c'était le recrutement d'hiver, souvent, c'était pour se projeter sur qu'est-ce qui nous manque pour le mois de juillet prochain, la saison prochaine, tu vois. Et que le mec s'adapte et rentre pendant 4 mois, s'adapte au club, quoi, voilà. Après, si par bonheur, le garçon, il flambe, ben voilà, c'est bien, tant mieux. Les sentiments étaient vachement partagés après le match de Rodez, parce qu'il y avait eu à la fois du bon et du moins bon. Avec le recul, qu'est-ce que tu en retiens de votre dernier match? Toujours la même chose. C'est-à-dire que, autant comme je vous l'ai dit déjà ici, on a une équipe solidaire, impliquée, qui est consciencieuse aussi. Ça, c'est vrai. Ils sont consciencieux, mais comme ça peut arriver dans certains groupes, qui est capable d'alterner effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont du caractère. Parce que ça, comme je leur dis souvent, j'ai dit on fait un premier bilan à la fois sur le plan de votre cohérence intellectuelle, de votre technique tactique, au bout de 10 journées, pour voir où on en est à peu près. Et on verra donc à la fin de la 10e journée, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont su, sur le plan du caractère, répondre à des situations difficiles en début de saison sur ces 10 journées. On l'a déjà évoqué ici, je ne vais pas y revenir. Et au même titre que quand on est à Rodez et que voilà, on est dans le dur, bon, ils ont su répondre, alors que l'équipe de Rodez s'était regroupée complètement devant son but. Voilà. Mais quand tu es entraîneur, tu espères toujours mieux. Donc, j'espère trouver les clés, les solutions pour qu'ils soient toujours dans l'activation mentale maximum. Parce que, voilà, il y a des joueurs de talent, talentueux, mais comment tu leur développes des forces de caractère, effectivement, où ils sont toujours, ça c'est le plus difficile, tu as des équipes qui sont comme ça des fois, où ils sont toujours sur la brèche, toujours sur la pointe des pieds, toujours dans l'exigence maximale individuelle et collective. Mais ils sont capables, on le voit par instant, et vous l'avez vu vous aussi. Justement, après ce match, il y a eu des mots forts de Mathias Autrey, qui lui aussi avait parlé un petit peu à la mi-temps. On sent qu'il se libère de plus en plus, qu'il prend la parole. Vous le ressentez, ça aussi, qu'il commence à prendre encore plus ses marques, notamment en tant que leader, pas que technique? Autrey, il parle. Oui, il parle. Ah, il fait que ça, parler. Et le mec, il est né dans le Finistère, et tu crois qu'il est né à Marseille. Moi, j'avais 2 Marseillais à Brest, gentils comme tout. Ils étaient muets. Et l'autre, il a une gueule infernale. Lui et Couef, ils font que parler. Ils n'arrêtent pas toute la journée. J'ai dit, ferme ta gueule un peu, t'as déconné, il fait que parler. Non, mais après... non, oui. Après, vous avez eu Mathias après le match de Rodez. Bon, il y a un groupe qui est, comme je dis, où il y a 4-5 leaders qui ont eu une carrière derrière eux. Ils ne sont pas au bout, hein, ni Mathias, il n'est pas au bout, et qui sont, comme je le disais, qui ont une bonne mentalité. Ouais, qui sont, on ne peut pas dire mieux, dans l'évaluation psychologique, ils sont consciencieux. C'est des gens consciencieux. Voilà. Et c'est le cas. Donc, des fois, quand ils voient que leur coach, à la mi-temps, leur dit d'être des blaireaux, si vous faites le match nul, déjà, ce sera un miracle, et que je quitte le vestiaire, bon, ils se réunissent, ils disent, putain, il est contrarié, le mec. Et qu'après, ils font une très très bonne deuxième mi-temps. On voit des joueurs, je ne vais pas dire mieux, des joueurs consciencieux. Mathias fait partie, effectivement, des gens qui dynamisent le vestiaire. C'est des gens très agréables. C'est un garçon qui est très agréable à fréquenter, voilà. Alors je le conseille, le mec qui veut embaucher commercial quand il aura fini sa carrière, tu peux le prendre. Hein. Lui, il te vend une bouse de 100 €, le mec, je te le dis.
C'est un top, il est top le mec. Non, c'est un gars très agréable et qui a aussi beaucoup de talent. Et c'était même avant la mi-temps qu'ils se sont un petit peu engueulés entre eux. Alors c'est bien, ça permet de... Oui, je vous dis, je ne peux pas dire mieux, je ne vais pas aussi développer, parce que par rapport à ça, je parle des autres, mais c'est une équipe, je ne peux pas dire mieux, moi, qui est consciencieuse, qui est appliquée, qui a envie ensemble d'avancer. Et effectivement, entre les leaders comme Souprayen, Quentin Bernard, Autrette, voilà, des gens qui sont tourés, qui sont dynamiques. Ce qu'ils ont envie, c'est effectivement, et moi c'est ce que j'ai voulu créer en arrivant ici, c'est créer une dynamique de vestiaire très importante. C'est essentiel. Que tu sois dans les plus grands clubs du monde, même si tu as beaucoup de talent, ça arrive des fois que tu as une addition de talent et qu'ils font des grands résultats alors qu'ils ne peuvent pas se sentir. Je l'ai connu, moi. Je jouais contre les Girondins de Bordeaux, il y avait deux équipes, comme ils étaient tellement forts, Tigana, Giresse, Lacombe et tout, ils étaient tellement bons qu'ils nous niquaient à tous. Mais bon, c'était pas une équipe de copains. Voilà. Mais ça, il faut avoir des joueurs. Mais ce qui est très important, je pense, pour notre vie au quotidien, pour la qualité aussi d'échange avec l'environnement, avec tout le monde, comment tu crées un état d'esprit qui fait que les gens ont envie d'adhérer. Et de ce point de vue-là, c'est un groupe qui est de ce point de vue-là, qui est très positif, honnêtement très positif. Ça ne serait pas le cas, j'en parlerai pas. Voilà. Je fermerai ma gueule. Donc, je vous dis. Pour la première fois, après une victoire, vous n'avez pas perdu. Alors, bien sûr, vous auriez aimé battre Rodez, mais est-ce que ça, ce petit point, il s'est ressenti un peu dans la semaine? Est-ce que pour les garçons, ça peut être le début de quelque chose? C'est mince quelque part. Oui. Est-ce que ça peut, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais j'espère, Julien, je suis... Alors, j'étais partagé après le match, j'étais partagé entre le fait que j'ai l'impression que mon équipe était capable de prendre 3 points là-bas, et le fait que aussi, je dois reconnaître, qu'à la mi-temps, je leur dis, voilà, il y a si vous faites 2-2 déjà, c'est avec voilà, ce que vous affichez déjà, ce sera un miracle. Bon, et au contraire, tu te rends compte qu'à la deuxième mi-temps, on peut gagner le match. Mais c'est quand même intéressant, comme tu le dis, c'est pas du tout les mêmes données au football, pour vous comme pour nous, de repartir avec 1 point et 0 point, c'est pas pareil. Et ça c'est important. Même si sur le plan comptable, c'est pas comme à notre époque quand tu avais 1 point et 2 points, là quand tout le monde se battait pour faire 1 point, tu sais, parce que. Mais là sur le plan comptable, c'est pas effectivement efficient de façon importante, mais il n'empêche que sur le plan psychologique, c'est pas pareil. Tu vois, quand tu as déjà perdu 2 fois à l'extérieur, des matchs en plus que tu as l'impression d'avoir à peu près maîtrisé et que tu les as perdus face à des grosses équipes, tu dis merde, là au moins on n'a pas perdu. Donc ça c'est très important et je pense aussi que pour les joueurs, ça reste quelque chose d'important. Même si jouer à domicile, les gars, comme je leur dis, je dis moi, dans mon rêve, c'est de gagner 19 matchs à domicile et qu'il y ait plein de buts. Après, à l'extérieur, moi je ne savais pas jouer au football et à l'extérieur, je gagnais tous les matchs. Parce qu'à l'extérieur, on se mettait tous derrière, on gagnait tous les matchs. Donc quand tu gagnes à domicile, c'est très difficile parce que ça veut dire que d'abord, quand tu regardes les championnats, les équipes qui sont constantes à domicile dans les résultats, dans les points pris, elles sont devant. Et c'est le plus difficile. Voilà, moi je trouve les matchs à domicile parce qu'il faut prendre des risques, il faut être audacieux, il faut trouver des solutions. Donc c'est vraiment pour moi le plus difficile. Et bon, voilà. Dans mon rêve, à moi, je le dis souvent aux joueurs, je dis moi c'est 19 victoires à domicile. Bon, déjà les gens, le public, tes amis, les supporters sont heureux, puis après tu grattes 1 ou 2 points à l'extérieur, par-ci, par-là. Mais c'est le plus dur, c'est très très difficile ça, c'est très difficile parce qu'il faut être efficace défensivement pour faire court et efficace offensivement, il faut tout avoir quoi, quand tu es à domicile. Parce que l'adversaire t'attend pour te contrer, c'est le plus dangereux. Mais c'est vrai que par rapport au fait d'avoir fait match nul, il y a un aspect positif évidemment. C'est un aspect positif. De toute façon, tant qu'on avance, c'est toujours positif. Tant Oui. qu'on avance, Oui. c'est toujours positif. Bien sûr, c'est bien. Surtout quand tu es mené au score. C'est des points d'ancrage. Ouais, c'est des points d'ancrage importants. Ah oui. Tu sais, l'expertise, après, on était 2e en Europe, qui te permet de jouer les premiers rôles,
surtout dans le football moderne, c'est quand tu es mené, est-ce que tu vas faire un match nul ou gagner? Si tu es capable de faire ça, tu passes partout. Tu passes partout, partout, partout. Pas compliqué. Parce qu'après, tu fais des points d'ancrage où, même quand tu es mené, et je l'ai vécu après ça la dernière année, tu t'en fous complètement, tu dis on va revenir parce qu'on a les compétents. Alors souvent, d'aucuns diraient, des fois j'entends souvent commentateurs à la télé disant c'est les forces de caractère, ça veut dire qu'ils ont du caractère, ça veut dire qu'ils ont du répondant. Comme je dis à mes joueurs, non, non, non. Tu vas mettre Teddy Riner sur le terrain, il a du caractère le mec. Hein. Mais même s'il est mené, ça va être dur pour lui. Tu vois, tu vas mettre des mecs de combat, tu mets 15 mecs du JPN, même s'ils sont menés de 0, même s'ils ont de la force et du caractère, c'est des mecs de combat, ils vont peut-être pas revenir, tu vois. Il faut aussi des compétences et des points d'ancrage importants, des compétences footballistiques, tu vois. Parce que j'entends souvent à la télé, putain, quand t'es mené, il faut du caractère pour revenir. Non, pas seulement. Il faut aussi des compétences de jeu, de football, très fortes, très profondes. Sinon, si tu n'en as pas, et si tu n'as pas des habitus de jeu, des automatismes, mais tu ne reviens pas. Et quand tu as, dans un des process d'entraîneur, ce qui est important, c'est ça. C'est comment tu es capable d'être mené et de construire un projet où ton équipe a stratégiquement les compétences pour revenir au score. Ça, c'est très important. Les anciens entraîneurs, ils nous disaient toujours, il faut du caractère, il faut le combat et tout. Il ne faut pas avoir les pieds carrés, il faut savoir jouer au foot. Parce que quand les mecs se mettent 11 derrière, il faut savoir jouer au foot, trouver des solutions, parce que tu as beau avoir tout le caractère du monde. Si tu as les pieds carrés et si tu n'as pas de compétences technico-tactiques, ben tu échoues. Tu n'arrives pas à revenir. C'est bon les gars?